Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Moi je suis content, j'ai reçu un support pour le téléphone, bon il coûte 10 balles un truc comme ça, mais au moins ce sera mieux que ce que j'avais avant. On avait un truc complètement ghetto, le téléphone qui était scotché sur l'écran, je vous l'avais montré sur Instagram d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour 3 nouveaux threads d'horreur avec des mécaniques totalement différentes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez une belle-mère, mais après la 3e histoire vous allez comprendre et vite relativiser peut-être. Avant de passer aux histoires, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez-moi cette petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Pour le rythme, on est sur une vidéo tous les 2 jours. Bah ouais, j'ai bien envie de vous faire flipper. Les amis, on n'oublie pas ce petit pouce bleu et on part tout de suite. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. C'est arrivé il y a quelques années, quand j'avais 18 ou 19 ans. J'ai commencé à prendre des leçons de conduite. D'abord la partie théorique, qui se termine par un examen écrit, puis la partie pratique, avec l'apprentissage réel de conduire une voiture. C'est une longue histoire puisqu'elle s'étend sur quelques mois, alors soyez patients. Comme je vis dans une banlieue à côté d'une très grande ville, les transports en commun sont rarement un problème. Mais je savais que c'était essentiel d'avoir le permis. Et je ne voulais pas finir par être cette personne dans un groupe qui a toujours besoin d'un chauffeur. Alors j'ai pris des leçons. La théorie était facile, mais quand il en est venu à la partie de conduite, j'étais très nerveuse et pas confiante du tout. Je n'allais pas trop mal, mais j'étais pas bien non plus. Quoi qu'il en soit, dans mon auto-école, chaque élève avait essentiellement un instructeur de conduite principal, de sorte qu'ils peuvent suivre vos progrès beaucoup plus facilement. Mon instructeur de conduite principal me semblait toujours un peu bizarre. Pas de façon alarmante, juste qu'il n'était pas quelqu'un avec qui je voudrais traîner. Il était dans la cinquantaine ou la quarantaine, très en surpoids et des ongles très longs. Il avait aussi une voix relativement douce. Au début, pendant les premières leçons, tout allait bien. Il n'était pas très bavard et il me donnait seulement des directives. Au fur et à mesure que j'avançais dans les leçons, il a commencé à être plus ouvert. Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il me complimentait toujours, même quand je faisais quelque chose de très simple que j'avais déjà fait plusieurs fois. Et il ne me disait jamais quand je faisais des choses mal. Et évidemment, j'en faisais beaucoup. Cela me dérangeait parce que même si je ne voulais certainement pas qu'on me crie dessus, j'avais toujours besoin de m'améliorer. Puis un jour, à la fin de la leçon, alors que nous étions garés près de l'auto-école, il s'est penché sur le côté pour me rejoindre et m'a embrassé sur la joue pour me dire au revoir. Ça m'a fait vraiment peur, mais pas autant que vous le pensez. Vous voyez, dans mon pays, c'est ce que nous faisons pour dire au revoir et saluer les gens, mais pas dans un cadre professionnel. Et certainement pas entre professeurs et étudiants. C'était bizarre mais pas trop alarmant. Un autre jour, il a dit qu'il allait m'acheter un café quand je passerais mon test. Je lui ai dit avec plaisir. Je n'ai rien vu de mal à boire avec mon moniteur de conduite, sauf que quelques leçons plus tard, on s'est retrouvés devant un McDo et il plaisantait que lorsque je réussirais mon test, il m'emmènerait à un restaurant, mais beaucoup mieux qu'une chaîne de restauration rapide. Un jour, le directeur de l'école est venu à l'arrière avec nous, car il faisait essentiellement des contrôles sur les élèves, et tout à coup, mon instructeur de conduite faisait parfaitement son travail. Me demandait si j'avais des questions, revoir ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai fait de bien, une vraie leçon de conduite normale. C'était agréable pour une fois. Après ce moment-là, j'ai été 10 fois plus nerveuse à aller aux leçons. J'ai continué à faire des excuses pour annuler, mais dans mon pays, les leçons de conduite sont extrêmement coûteuses, et vous ne pouvez annuler que 48 heures avant. Donc je ne pouvais pas me permettre de perdre de l'argent. À ce stade, je voulais juste en finir avec lui le plus vite possible. Le problème, c'est que je ne faisais pas de progrès. Quelquefois, nous avons fait un peu d'heures sup, comme 5 ou 10 minutes, rien de majeur. Et il m'a dit une fois qu'il pourrait me donner des leçons privées, que ce serait notre petit secret. Le truc des bisous a continué pendant quelques leçons. Il avait même mis sa main sur la mienne sur le levier de vitesse à quelques reprises, ou touché ma jambe comme une excuse pour atteindre quelque chose. Puis, il a fait la seule chose que je ne pouvais pas contrôler. Il a dû regarder mon dossier et a obtenu mon numéro de téléphone. Il m'a ensuite envoyé un texto, me posant une question innocente sur l'heure de notre prochaine leçon. Sauf que ce genre de choses passe par la secrétaire, pas par les instructeurs eux-mêmes. C'est là que j'ai décidé d'agir. Je n'en pouvais plus et je ne voulais absolument pas que ce salaud ait mon numéro. Alors je suis allé voir la secrétaire et j'ai demandé à changer d'instructeur. Quand elle m'a demandé pourquoi, je lui ai tout dit. Le stress, le harcèlement, certaines des choses qu'il a dites et faites. Elle était horrifiée. Elle a dit que bien sûr elle me mettrait avec quelqu'un d'autre. Mais elle a aussi demandé que j'aille voir le directeur et que je lui dise tout.
pour faire virer ce type. Donc je l'ai fait. Je savais que c'était quelqu'un de bien et après seulement quelques phrases, il avait sa tête dans ses mains avec désespoir. Il a demandé une capture d'écran des SMS. Il a dit qu'il ferait de son mieux, mais où je vis, vous ne pouvez pas simplement virer quelqu'un sur un coup de tête. Tu as besoin de bonnes raisons et de preuves. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, j'ai eu un nouvel instructeur qui n'avait aucun problème à signaler mes erreurs. Ça m'a fait un peu mal, surtout quand j'ai réalisé que j'étais bien pire que ce que je pensais et que la plupart de mes leçons avaient été complètement inutiles. Pourtant, c'était un bon changement d'être traité comme une idiote. L'instructeur flippant n'a pas été viré pendant quelques semaines, donc parfois je le croisais, mais il a toujours évité de regarder dans ma direction. Je suppose qu'il savait exactement qui il avait balancé. J'admets, ça m'a un peu effrayé, qu'il essaierait de faire quelque chose en représailles. 2 choses sont arrivées après qu'il ait été viré, ce qui rend toute cette histoire encore pire. J'ai travaillé dans une chaîne de restauration rapide, alors j'étais entouré de beaucoup d'autres personnes de mon âge. Et lorsque j'ai parlé à l'une d'entre elles, je me suis rendu compte qu'elle aussi avait eu des problèmes avec lui. Même genre de comportement, sauf qu'elle a été plus chanceuse parce qu'elle a réussi son test peu de temps après avoir eu une première leçon avec lui. Vous devez savoir que physiquement, nous ne pourrions pas être plus différents. Elle est noire et je suis blanche, elle est mince et je suis en surpoids, elle a les cheveux longs et j'ai les cheveux courts. Alors, est-ce qu'il a juste essayé de draguer toutes les filles avec qui il est entré en contact, malgré le fait d'être marié? Évidemment, peu importe le type de fille. Enfin, le jour où j'ai réussi mon test, le directeur de l'agence m'a dit que quelques jours plus tôt, il avait vu l'instructeur flippant dans une autre voiture d'auto-école concurrente, avec une autre jeune fille assise à côté de lui. En ce moment, il est probablement toujours dehors, traumatisant les jeunes filles comme moi. Peut-être qu'il a même réussi à aller plus loin qu'il ne l'a fait avec moi. Et ça me bouleverse à n'en plus finir. Voilà, cette histoire est maintenant finie. Aïe aïe aïe, j'aurais pas aimé être à sa place. J'imagine pas être dans une voiture comme ça, dans un endroit clos avec le mec qui vous fait des petits attouchements. Je pense que ça doit pas être facile à vivre. Il y a des gens, faut vraiment qu'ils calment leurs ardeurs. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Et j'espère aussi que vos heures de conduite se sont mieux passées qu'elle. On passe de suite à la seconde histoire. Il y a quelques années, je travaillais comme assistante de santé à l'hôpital. Et récemment, j'ai déménagé de la maison de mon père. J'avais commencé à louer une petite maison individuelle à la campagne. J'avais un voisin dans cette rue, un homme dans la trentaine, que j'appellerais Jake. Ma première rencontre avec Jake a été quand j'ai emménagé. Mon père ne pouvait pas m'accompagner lors de mon premier jour de déménagement en raison de son horaire de travail. Donc je déballais moi-même les cartons et Jake s'est approché de moi. Il s'est présenté et a offert son aide à déplacer mes objets lourds. Je suis une très petite femme donc j'ai apprécié l'aide. Mes premières impressions ont été qu'il était très gentil, ouvert et poli. Il m'a parlé de son travail, m'a dit qu'il aimait jouer des instruments et écrire dans ses temps libres. On aimait tous deux le groupe de musique Tool et qu'on aimait tous les deux jouer de la basse. Le lendemain, je lui ai apporté de la bière en guise de remerciement. Mais il n'était pas là, alors je l'ai laissé devant sa porte et j'ai écrit une note de remerciement pour toute l'aide de la veille. Au cours des semaines suivantes, quand je m'installais, Jake passait. On discutait de musique, de loisirs partagés, on buvait de la bière et parfois même on regardait des films ensemble. J'étais de nouvelle dans la région et je n'avais pas encore beaucoup d'amis. Mais comme vous pouvez déjà le sentir, les choses ne sont pas restées aussi bonnes. Je suis rentré chez moi un soir pour voir un bouquet de fleurs sur le pas de ma porte et une carte qui disait que c'était Jake et il voulait me parler quand j'aurais le temps. Je suis entré avec le bouquet. Je n'ai même pas pu le poser avant d'entendre frapper à ma porte. Il était 23h et je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte, c'était Jake. Et c'est la première fois où j'ai commencé à me sentir mal à l'aise avec lui. Il m'a demandé si j'avais vu le bouquet, si je l'aimais. Il a demandé à en rentrer, mais j'ai dit quelque chose qui ressemblait à « Je suis fatigué, on en parle demain ». Il n'a rien dit pendant quelques secondes avant de demander si je voulais prendre un café avec lui avant le travail demain. J'ai dit oui et j'ai fermé la porte. Le lendemain matin, nous avons pris un café au Starbucks qui était proche de l'hôpital où je travaillais. Jake semblait très nerveux. Peu après, il m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai dû refuser car on se connaissait que depuis quelques semaines et il était beaucoup plus âgé que moi. Il abandonna subitement son attitude joyeuse, comme s'il était devenu quelqu'un d'autre en quelques secondes. Il a pris ses affaires et il est parti en disant seulement qu'il devait aller travailler. Je suis aussi allé au travail et j'ai essayé de ne pas trop y penser. J'ai dû faire des heures sup cette nuit-là et j'ai commencé à rentrer chez moi vers minuit. Quand je me suis arrêté chez moi, j'ai vu Jake assis sur le pas de ma porte. Je ne voulais vraiment pas sortir de ma voiture, mais je me suis approché de lui. Il a commencé poliment en me demandant si j'avais réfléchi à sa proposition
J'ai dit non, que j'étais désolé mais que je n'étais pas intéressé. Encore une fois, comme si un interrupteur avait basculé, il s'est mis à me traiter de gâté et d'ingrate. J'ai eu peur à ce moment-là. Je lui ai demandé de partir. Il ne voulait pas. J'ai réussi à aller dans ma voiture avec lui me suivant. Je lui ai montré par la fenêtre que j'appelais la police. Il m'a insulté et il est parti. Je n'ai pas appelé la police cette nuit-là. Je lui ai donné le bénéfice du doute pensant qu'il était juste frustré. Un de mes plus grands regrets est de ne pas les avoir appelés. Le lendemain matin, j'ai trouvé des fleurs sauvages à ma porte d'entrée qui semblaient avoir été cueillies dans mon jardin, ainsi qu'un post-it avec le mot « désolé » et un visage triste dessiné dessus. Au travail ce jour-là, l'infirmière responsable m'a appelé et m'a pris à part en me disant que mon petit ami était là pour me voir car c'était urgent. Elle m'a aussi dit de dire à mon petit ami qu'il ne devrait pas revenir me voir au travail, d'autant plus que je n'étais pas en pause et que ce n'était pas professionnel. C'était Jake. Il voulait me demander si j'avais reçu ses fleurs et son message. Je suis parti en colère, lui disant des choses comme « Comment oses-tu venir à mon travail et me mettre dans le pétrin et te faire passer pour mon petit ami ?» Il n'a rien dit et il ne s'est pas excusé. Je lui ai dit d'arrêter et je suis parti en furie. Les choses n'ont fait qu'empirer. Il m'attendait souvent quand je rentrais à la maison, essayait de me soudoyer avec des cadeaux, des fleurs. Il est même allé assez loin et m'a offert une nouvelle guitare. Je n'acceptais rien et je laissais toujours tout là où il les mettait. J'ai finalement craqué et j'ai tout raconté à mon père, qui m'a demandé si je voulais qu'il parle à Jake. J'ai dit non et il m'a proposé de revenir chez lui, mais j'avais trop de fierté et j'ai refusé. Mon père était vraiment inquiet pour moi. Un jour, quand je suis rentré à la maison, ma porte d'entrée était entrouverte. Bien que non cassée, ma chambre semblait absolument saccagée. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai appelé la police. Rien ne manquait, absolument rien. Ma cuisine et ma chambre ont été fouillées. J'ai dit à la police que j'avais l'impression que c'était Jake et ils ont fini par l'interroger. Mais son ami s'est porté garant pour lui et a dit qu'ils étaient ensemble ce soir-là. Donc ça ne pouvait pas être Jake. Je n'y crois toujours pas. J'ai essayé de dire à la police tout ce qui se passait avec Jake et je commençais à me sentir très en danger. Mais je n'avais aucune preuve à part les notes qu'il m'avait laissées, qui n'étaient pas menaçantes. Donc puisqu'il n'y avait aucune menace à la vie ou au bien-être, il ne pouvait littéralement rien faire. Mon père m'a aidé à tout nettoyer et j'ai fait changer mes serrures. Jake m'a laissé seul pendant un petit moment après ça. J'ai commencé à chercher une nouvelle maison. Puis un soir, je suis rentré à la maison, j'ai mangé une petite pizza, j'ai pris une douche et je me suis couché. Et quelques heures après, je me suis réveillé en voyant quelqu'un qui se tenait devant la porte de ma chambre. Je n'ai pas bougé. Je me souviens avoir pensé au début que j'avais un épisode de paralysie du sommeil, mais après avoir bougé mes doigts, j'ai réalisé que j'étais complètement réveillé, avec une silhouette sombre clairement debout devant ma porte. Mon téléphone était sous mon oreiller, alors je me suis renversé sur le côté, faisant semblant de dormir encore, et j'ai attendu la main sous mon oreiller avec mon téléphone. Il était impossible d'appeler la police sans alerter la personne sur le seuil de ma porte. Finalement, j'ai pu entendre les pas s'estomper et j'ai appelé la police, leur disant seulement mon adresse et que quelqu'un venait d'entrer par effraction dans ma maison et que je pense qu'il est toujours là. Je suis sorti du lit, j'ai pris les clés de ma table de nuit et je suis sorti de la maison par la fenêtre. Et j'ai couru jusqu'à ma voiture. J'avais un débardeur et un short, je n'avais même pas de chaussures. Je l'ai vu alors que je sortais, debout dans la cuisine par la fenêtre. C'était Jake. J'avais un petit diffuseur d'huile essentielle à côté de la fenêtre qui faisait assez de lumière pour pouvoir identifier la personne. J'ai conduit en parlant à la police. Je me souviens m'être complètement détaché de la réalité. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père. Après avoir regardé ma maison, la police est allée chez mes parents là où j'étais. Je leur ai tout dit à propos de Jake. Comment il m'avait suivi. Il était venu à mon travail, m'attendait quand je rentrais et maintenant j'étais sûr à 100% qu'il était entré par effraction dans ma maison et avait l'intention de faire Dieu sait quoi. On m'a dit qu'ils avaient trouvé ma porte d'entrée verrouillée quand ils sont arrivés et sont allés frapper à la porte de Jake. Il a répondu et a regardé comme s'il venait de se réveiller. Ils lui ont posé quelques questions et l'ont laissé seul. C'est tellement difficile de prouver que tu es harcelé au Royaume-Uni. J'ai réussi à obtenir une injonction pour harcèlement avec la preuve qu'il était venu sur mon lieu de travail en se faisant passer pour mon petit ami. Et une collègue de travail m'a soutenu avec ce qu'elle avait entendu de notre conversation, où je lui avais demandé d'arrêter de me suivre. J'avais aussi sauvegardé certains messages qu'il m'avait envoyés, où je lui ai demandé comment il avait obtenu mon numéro et je lui ai dit d'arrêter de me recontacter. Mais il a continué en envoyant des messages vaguement menaçants comme « Je vais attendre quand tu rentreras à la maison aujourd'hui ». Ce qui, avec l'incident au travail ainsi que le fait que j'ai mentionné Jake à la police quand ma maison a été cambriolée, j'ai réussi à obtenir mon ordre de restriction.
Je suis retourné dans cette maison une fois, avec mon père et son ami, pour rassembler toutes mes affaires. Je n'ai pas vu Jake cette fois-là, ni même plus jamais d'ailleurs. Voilà, cette histoire est maintenant finie. Pourquoi ce gars il est rentré dans sa maison cette nuit-là? Je pense qu'on a malheureusement tous une petite idée en tête, mais heureusement, du coup, ça s'est pas produit. Et vous d'ailleurs, comment vous auriez géré toute cette situation-là? Allez, on passe de suite à la troisième histoire. Bonjour à tous, cette histoire débute quand j'avais 7 ou 8 ans, quand mon père a rencontré une femme après son divorce. Nous l'appellerons Marine. Marine, au premier abord, est une jeune femme plutôt souriante et gentille. Elle avait 19 ans et mon père 41. Comme j'allais à l'école toute seule, j'avais un téléphone portable et comme numéro de téléphone enregistré ma mère, mon père, ma grande sœur et ma grand-mère. Tout ça a commencé par des appels téléphoniques en inconnu, auxquels je ne répondais pas car ma maman m'avait interdit de répondre si ce n'était pas un des numéros enregistrés sur mon téléphone. Sauf que ces appels étaient très insistants, plusieurs fois par jour. Donc au bout d'un moment, malgré l'interdiction de ma maman, je finis par répondre. C'était Marine qui voulait savoir comment j'allais juste pour prendre de mes nouvelles. Rien d'alarmant au départ, sauf que ça a vite dérapé. Comme j'avais répondu une fois et qu'elle savait que c'était moi, elle a multiplié les appels, j'en avais des dizaines par jour, et souvent même la nuit. Bien évidemment, je répondais pas, mais ma mère a fini par voir qu'il y avait quelque chose d'anormal. Sauf qu'à l'époque, on pouvait pas autant se protéger que maintenant avec nos téléphones. Donc elle a juste demandé à cette femme d'arrêter de m'appeler tout court et que si elle avait besoin de me contacter, Marine devait passer par ma mère. Elle a arrêté puis elle a repris quelques jours après. Mais jeune et stupide que j'étais, de temps en temps je répondais pour lui demander d'arrêter. Et quand je répondais, elle me disait que mon père ne m'aimait pas et qu'il ne m'aimerait jamais car j'étais une petite fille horriblement moche et stupide. À 8 ans, ce genre de phrase on y croit. Du moins moi j'y croyais et ça a été réellement le début de l'enfer. Elle a continué en débarquant chez mon père, à l'improviste. Ma mère avait demandé à mon père qu'elle ne soit pas présente lorsque ma sœur et moi étions chez lui, au vu de son comportement et surtout qu'on le voyait que 4 jours par mois. Elle venait la nuit pour nous faire peur. Elle se mettait au volet de la fenêtre et regardait mon père dormir. Ça m'a valu plusieurs rencontres surprises avec elle en pleine nuit. J'avais des appels avec des menaces de mort si je retournais voir mon père. Ma mère a eu des SMS de menaces d'enlèvement sur ma sœur et moi si on continuait d'aller voir notre père. Tout ça s'est passé sur plusieurs années, de mes 7 ans à mes 19 ans. Oui, si longtemps parce que vous vous doutez bien que nous avons appelé la police plusieurs fois, porté plainte plusieurs fois, mais à cette époque le harcèlement n'était vraiment pas pris en charge par la police et ce n'était que des menaces, rien de grave. Donc ça a continué longtemps jusqu'au jour où j'en ai eu assez. Je suis allé la voir en face le jour de mes 19 ans pour lui dire ces 4 vérités en face. Car au téléphone, c'est bien trop facile. Je suis allé la voir dans l'optique de la tabasser clairement. Mais sauf que quand je suis arrivé, mon père était là. Et j'ai dû me calmer car je ne voulais pas de témoin de ce que j'allais faire. Et quand nous avons parlé, enfin, plutôt hurlé pour ma part, je me suis rendu compte qu'elle était complètement terrorisée. Elle faisait 1m50 et 40-45 kg à tout casser. Moi, 1m70 et 75 kg. Et elle était assise tout au fond d'une chaise en boule en me répétant qu'elle ne savait pas de quoi je lui parlais, qu'elle n'avait jamais fait ce genre de choses et que jamais elle ne s'en serait prise à une enfant tout en pleurant. Je ne suis pas quelqu'un de méchante et je voyais bien la détresse dans son regard. Donc j'ai abandonné mon projet et je suis parti encore plus énervé que quand je suis arrivé. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle a tendu une embuscade à mon père. Il s'est fait tabasser dans sa maison. Elle est arrivée avec son nouveau copain et ils l'ont tabassé au sol avec une barre de fer. C'était il y a 1 an maintenant. Le procès est en cours et comme c'est une manipulatrice hors pair, elle est en train de gagner petit à petit le procès. Moi, depuis ce jour, j'attends toujours d'avoir l'énergie suffisante pour engager des poursuites judiciaires contre elle car elle m'a terrorisé et détruite. Elle a détruit ma famille, ma sœur ne veut plus de contact avec notre père, ma mère non plus, je suis la seule encore en contact avec lui. Voilà, j'ai passé énormément de détails comme le fait qu'elle a ouvert plusieurs lignes téléphoniques pour nous harceler, qu'elle s'est fait passer pour plusieurs personnes pour nous atteindre psychologiquement. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. Sachez que cette histoire est française et malheureusement je crois qu'elle est réelle. Donc si jamais tu passes par là, sache que tu as tout notre soutien. J'espère que tu auras trouvé la force et le courage pour faire les démarches nécessaires. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu. Si jamais c'est pas fait, vous pouvez toujours vous abonner en activant la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss!
Don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.